Notre assiette et le climat. Quel est le rapport? Eh bien, il est énorme. Un rapport vraiment marquant du Haut Conseil pour le climat s'est penché sur notre système alimentaire français et ses liens avec le climat. Alors, on regarde ça de plus près. Le rapport met tout de suite en lumière une tension fondamentale, un vrai défi qui place notre système alimentaire sous une pression immense. Et voilà le cœur du problème. Le rapport parle d'un double étau. C'est une image très forte, vous allez voir. D'un côté, notre système alimentaire, par ses activités, contribue au changement climatique. Et de l'autre, eh bien c'est lui-même qui en subit les conséquences de plein fouet. C'est un véritable cercle vicieux et il est crucial de comprendre comment il fonctionne. Alors, comment est-ce qu'il contribue concrètement? Les émissions de gaz à effet de serre, elles viennent d'un peu partout. Des fermes, bien sûr. De l'industrie qui transforme les aliments. Mais aussi, et ça c'est plus subtil, de la déforestation qui est comme cachée dans certains produits qu'on importe. Par exemple, le soja utilisé pour nourrir notre bétail. Et ce n'est pas anodin, hein. Regardez ce chiffre. La France importe plus de 3 millions de tonnes de soja chaque année. C'est énorme. Et ça sert principalement à nourrir les animaux d'élevage. Le truc, c'est que les 2/3 de ce soja viennent du Brésil, un pays qui fait face à des défis de déforestation massifs. C'est ça, la fameuse déforestation importée. Bon, ça, c'était le premier côté de l'étau. Maintenant, retournons la pièce et voyons comment le climat, à son tour, frappe déjà très durement l'agriculture française. Cette risque chronologique est vraiment parlante. On voit bien que la fréquence des sécheresses extrêmes s'accélère de manière spectaculaire. Ce qui était un événement rare est en train de devenir une menace quasi annuelle. C'est un effet direct et très tangible du changement climatique sur nos terres. Prenons un exemple tout frais, la sécheresse de 2022. Résultat, moins 24% de production pour les prairies à l'échelle nationale. C'est le pire rendement en presque 20 ans. Concrètement, ça veut dire moins de nourriture pour le bétail et une pression économique terrible sur les éleveurs. Il n'y a pas que la sécheresse, il y a aussi les événements extrêmes, comme les tempêtes. Xynthia, en 2010, ça a été un vrai électrochoc. Des inondations côtières ont dévasté des terres agricoles, tout simplement parce que les digues, eh bien, elles avaient été construites pour le climat d'avant. Un climat qui n'existe déjà plus. Et évidemment, tout ça a un coût. Un coût qui donne le vertige. Depuis 1980, les dégâts causés par ces événements météo extrêmes ont coûté près de 500 milliards d'euros aux économies de l'Union européenne. C'est une somme absolument colossale. Bon, face à ces menaces, que fait-on? Le rapport ne se contente pas de faire un constat, il esquisse aussi une sorte de recette pour la résilience, en commençant par ce qui peut être fait directement dans les exploitations agricoles. Il y a un vrai changement de mentalité à opérer. Il faut passer de la recherche du rendement maximal à tout prix à la recherche de la résilience. Et un des outils pour ça, c'est ce qu'on appelle l'irrigation de résilience. En gros, on arrose moins, mais beaucoup mieux. Juste au moment critique pour la plante, pour sécuriser la récolte, en utilisant chaque goutte d'eau intelligemment. Mais attention, il n'y a pas une seule solution miracle. L'adaptation, c'est plutôt une mosaïque de stratégies. Tout est lié. Il faut prendre soin de la santé des sols, diversifier les paysages avec des arbres, des prairies. Il faut aussi gérer l'eau plus intelligemment et même adapter les bâtiments d'élevage pour qu'ils résistent mieux aux canicules. D'accord, donc on a vu ce qui se passe dans les champs. Mais la résilience, elle ne se construit pas seulement là-bas. Elle se décide aussi dans nos cuisines. Et là, le pouvoir de notre assiette est vraiment immense. Sur ce point, le rapport est sans équivoque. L'impact climatique de notre alimentation est très majoritairement lié à la quantité de produits d'origine animale que l'on consomme. Pour se donner une idée de l'échelle, en 2020, la consommation moyenne de viande en France, c'était 85 kg par personne et par an. 85 kg. C'est un chiffre qui aide vraiment à visualiser l'ampleur de notre empreinte alimentaire collective. Du coup, ça veut aussi dire que c'est un levier d'action extrêmement puissant. Les études le montrent, juste en limitant la viande rouge, on peut déjà baisser les émissions de 12%. En passant à un régime sans viande rouge, on atteint moins 41%. Et avec une alimentation majoritairement végétale, on peut réduire de plus de moitié les émissions de notre nourriture. C'est considérable. On a donc vu la ferme et on a vu l'assiette. Le dernier ingrédient de cette recette pour la résilience, il concerne le système lui-même. Il faut absolument que les politiques publiques s'alignent pour soutenir cette transition. Et là, le rapport met le doigt sur un obstacle majeur. Aujourd'hui, les politiques qui gouvernent notre système alimentaire, eh bien, elles fonctionnent souvent en silo. Chacune avance dans son couloir, sans véritable objectif climatique commun. D'un côté, la politique agricole est focalisée sur la production. De l'autre, la politique de santé se concentre sur la nutrition. Et enfin, la politique climatique vise la baisse des émissions. Chacune poursuit son but, mais elles ne travaillent pas assez ensemble. On rate des occasions en or de créer des synergies pour accélérer la transition. L'enjeu financier, lui, est énorme. Rien qu'en 2018, c'est près de 9 milliards d'euros de fonds publics européens, via la politique agricole commune, qui ont été versés à l'agriculture française. Imaginez un instant si tout cet argent était systématiquement aligné avec nos objectifs climatiques. Le potentiel de transformation est juste massif.
Au final, le rapport nous laisse avec une question fondamentale, qui est à la fois simple et incroyablement complexe. Est-ce qu'on peut vraiment créer un système alimentaire qui réussisse à nourrir les gens et la planète? Construire ce système juste, résilient et sobre en carbone, c'est sans doute le plus grand défi de notre époque. Et ce qui est sûr, c'est que la discussion ne fait que commencer.